Après 4 dimanches d'exploration dans les processus profonds du pardon, nous avons entendu des récits intimes bouleversants, des paroles lumineuses et admirables, des colères, beaucoup de sincérité, mais jamais de recettes toutes faites. Le pardon, quel que soit l'acte commis, garde sa part de mystère, sa part divine, diront les croyants. Le vrai pardon, disait le philosophe Jacques Derrida, c'est pardonner l'impardonnable. C'est donc une forme de miracle. Mais dans chaque récit, que le processus de pardon soit en route ou estimé impossible, il demeure, comme il a été dit sur ce plateau, un horizon, peut-être inatteignable, mais visible. On peut ne pas pardonner, on peut ne pas arriver à demander pardon, mais on n'échappe pas à la question du pardon. Pour les chrétiens, c'est d'autant plus fort qu'il subsiste encore aujourd'hui une lecture théologique approximative, teintée de moralisme et d'autoritarisme, qui laisserait croire que celui qui ne pardonne pas est un mauvais chrétien, incapable de suivre celui que l'on nomme le Dieu de miséricorde. Bref, ça questionne le pardon, obligation ou libération. Et c'est la question que nous allons explorer ce matin, en ce 5e dimanche de Carême. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous Stéphane Jacot, bonjour. Bonjour David. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Jour du Seigneur, élu dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes l'auteur de ce livre remarquable, Résilience aux éditions du Cerf. C'est l'histoire, en tout cas une partie de votre vie, une histoire difficile mais qui a fait que vous êtes devenu l'un des pionniers en France de la justice réparatrice. L'association que vous avez fondée a permis d'inscrire le principe dans la loi française, en l'occurrence la loi Taubira en 2014. Par ailleurs, vous êtes membre de la commission qui va se charger d'indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'Église. Alors, j'aimerais qu'on commence cette émission avec une phrase qui vient de ce livre, votre livre. Regardez, voilà ce que vous écrivez. La justice réparatrice fait le pari de l'empathie des agresseurs envers leurs victimes, à condition, bien sûr, que l'on ait déjà repéré chez eux un début de regret et de bonne volonté. C'est quoi le principe de cette justice réparatrice ? Le principe de cette justice réparatrice, en réalité, c'est de trouver un terrain d'apaisement. C'est de ne pas exclure le principe de la justice, puisque la justice donc fait son travail et elle est là donc pour donner une décision de justice, mais c'est surtout de se préoccuper de l'après. C'est-à-dire que souvent, il y a une victime ou une famille de victimes qui est donc à la recherche d'explications, qui est à la recherche du pourquoi d'un passage à l'acte. Pourquoi l'agresseur a commis l'acte ? Voilà. Et le principe de la justice réparatrice, effectivement, c'est d'aller au-delà même donc d'une décision de justice. Et lorsqu'il y a donc un procès, puisque parfois il y a aussi des auteurs décédés, eh bien, c'est d'aller trouver un terrain d'apaisement quand la justice n'a pas complètement donné satisfaction. Et c'est d'aller trouver une réponse, une reconnaissance, souvent pour la victime, qui va aller chercher souvent une question qui hante beaucoup de victimes, c'est-à-dire le pourquoi. C'est-à-dire qu'on s'adresse à l'agresseur, on lui demande pourquoi. On lui demande pourquoi, ou on lui demande des explications qui vont, pour la victime, l'apaiser. Donc c'est à la fois donc des rencontres qui se font directement, ou des échanges qui se font directement entre victimes et donc personnes condamnées, ou parfois, et c'est de cette façon que la justice réparatrice est arrivée en France, par des groupes aussi d'auteurs et de victimes qui ne se connaissent pas. Il y a eu des expérimentations, par exemple à Poissy et à Fleury-Mérogis, de groupes de détenus et de victimes qui parlent ensemble. Et ça permet aussi aux victimes de dédramatiser ce qu'est un auteur, une personne condamnée, et puis aussi, pour l'auteur, de voir ce qu'est une victime, et surtout les traumatismes que peuvent vivre les victimes. Et souvent, ça mène à une prise de conscience. D'où le mot empathie. D'où le mot, effectivement, empathie. Vous savez, j'ai été marqué donc, par une affaire personnelle, par un assassinat, mais j'ai été aussi marqué par l'histoire du couple Chenu. Le couple Chenu a perdu leur fils, François Chenu, qui était un jeune homosexuel tué par 3 skinheads à Reims en 2002. Et le couple Chenu a correspondu avec ces 3 auteurs. À l'issue de ces correspondances qu'il y a eu entre les parents de François
et les auteurs, il y a eu chez les auteurs une réelle prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des parents de victimes qui écrivent comme ça à des auteurs, c'est une main tendue de dire vous pouvez devenir meilleur, montrez-nous que vous pouvez devenir meilleur et donc essayez de réparer. Qu'est-ce que ça change du coup pour la victime ou la famille des victimes ? Ce qui change réellement, je crois, c'est... On va revenir sur votre histoire personnelle, Oui. mais d'une manière générale. Je crois que déjà, pour une victime, de rencontrer ou plutôt d'avoir un échange ou d'avoir un acte qui vous reconnaît victime, non pas de la part de la justice, mais de la personne qui vous a fait victime, ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer réellement, d'aller vers un chemin d'apaisement. Ça permet aussi d'appréhender une crainte qui est en réalité de se dire si un jour je recroise le chemin de mon agresseur, est-ce que je vais être de nouveau agressé par lui-même ? On peut parler de libération, voire même de pardon dans certains cas ? Alors le pardon, c'est quelque chose de tellement personnel. Moi, j'ai eu cette expérience de pardon pour la personne qui a tué cette personne qui m'était chère. Mais par exemple, j'ai perdu ma maman dans des conditions assez difficiles et j'ai mis beaucoup de temps à pardonner à ma mère. Pourquoi ? Parce que ma mère est décédée, c'est difficile de pardonner à une personne décédée et en réalité, il peut y avoir... Votre mère était alcoolique ? Oui. Voilà. Il peut y avoir réellement pardon que quand on a fait un chemin d'acceptation. Et pour accepter, il faut avoir la volonté d'accepter. Et finalement, si on ne va pas vers ce chemin d'acceptation, c'est une démarche inutile. Donc d'abord, accepter le malheur qui vous est arrivé, en fait. Hein. Oui, puis aussi parfois, dans le pardon, il y a aussi accepter ou se pardonner soi-même de choses qu'on a pu faire, de comportements qu'on n'a pas pu avoir. Ma maman, comme je l'explique dans mon livre, ne voulait plus vivre. Elle s'est donnée la mort, en quelque sorte, puisqu'elle avait tenté de se suicider. Elle est décédée un mois après sa tentative de suicide. Eh bien, avant de lui pardonner, je me suis d'abord pardonné à moi-même, parce que je me suis demandé, je me suis dit que j'avais sans doute manqué quelque chose aussi dans ma relation avec elle. Je n'avais peut-être pas été présent au bon moment, j'avais peut-être sans doute manqué quelque chose dans son histoire, qui fait que je lui en ai voulu. Et qu'est-ce qui a déclenché ce pardon après sa mort, finalement ? Eh bien, en réalité, déjà, ça a été un très long chemin. C'était un chemin à peu près de 5 ans après sa mort. Et puis, c'était de me dire, j'en peux plus, finalement. J'ai envie de... Vous voyez, c'est comme quand on est sur un chemin et qu'on a un sac à dos très, très lourd à porter sur son dos, et qu'à un moment donné, on se libère de ce sac à dos trop lourd en se disant, bon, je vais avancer sur ce chemin de façon plus libérée. Eh bien, quand j'ai décidé de pardonner à ma mère, c'était pour me soulager, c'était aussi pour m'apaiser. Alors, c'est comme je vous le disais, c'est pas évident. C'est-à-dire lâcher un passé difficile, quoi. C'est de se dire, oui, lâcher un passé difficile, mais aussi renoncer à des choses qui vous hantent aussi, c'est-à-dire de se dire finalement qu'est-ce que j'ai pas fait, et c'est de se dire à un moment donné, je pose ce pardon. Et vous voyez, moi je me souviens très bien de ce moment où j'ai pardonné à ma mère. J'étais devant ma glace, je venais de prier, et je me suis dit à voix haute, il faut que je pardonne à ma mère. Et à voix haute, je lui ai dit pardon, en lui disant « Maman, je te pardonne ». Alors, c'est pas une formule magique, hein, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite agir, hein, mais finalement, c'est quelque chose, le fait d'avoir marqué ce pardon, le fait d'avoir exprimé oralement ce pardon, m'a libéré quelques années après. Et du fond de vous. Alors, dans votre histoire, il y a aussi il y a la mort de vos parents. Vous êtes orphelin à 17 ans de père et de mère. La mort de votre mère, alcoolique. Et puis après, vous êtes recueilli, j'ai envie de dire, par un couple d'amis qui a l'âge de vos parents. Et drame, un peu plus âgé, mais voilà, c'est pas votre génération, hein, c'est des gens plus âgés. Et drame absolu, cette dame est assassinée par sa voisine. C'est comme ça que vous avez découvert cette autre forme de justice, finalement. Tout à fait, parce que du coup, on est embarqué dans un processus judiciaire qui va de l'instruction jusqu'au procès. Et donc, au moment du procès, c'était d'autant plus difficile que l'auteur ne voulait pas s'exprimer sur le pourquoi de son passage à l'acte, donnait peu de détails aussi sur comment elle a assassiné Hélène, elle s'appelait Hélène. Donc, pendant le procès, elle ne dit pas
comment, pourquoi, c'est flou. C'est très flou, voilà. Elle reste donc sur une notion très très floue de son passage à l'acte. Et donc, elle est condamnée à 30 ans de prison. Et finalement, on se retrouve après ce procès avec beaucoup de questions en suspens. On est en 2007 et je me dis, sans doute, je dois être comme beaucoup de victimes. Donc, je recherche une réparation. Et il doit y avoir sans doute beaucoup de victimes dans cette situation. Puis là, effectivement, commence un long travail. Donc, à la fois en initiant cette démarche de justice réparatrice, où je décide avec l'époux de la victime d'écrire à la condamnée. Michel. Avec Michel, donc on initie cette démarche d'écrire donc à Séverine qui est en détention. Puis l'administration pénitentiaire me dit qu'elle n'est pas prête donc pour prendre en charge ce type de demande. Et à ce moment-là, je me dis, finalement, je dois être sans doute comme d'autres victimes dans cette situation. Et je commence à me renseigner. Est-ce qu'il existe une forme de médiation pénale? Alors, il existait en France la médiation pénale, créée par Robert Badinter en 1993, mais c'était seulement limité pour des faits mineurs. Ça n'existait pas dans un contexte criminel. Donc, j'ai regardé un peu autour de moi, et puis un jour, par hasard, je tombe sur une émission sur France Culture, et était invité Jacques Lesage de La Haye, un ancien détenu qui était devenu psychologue en prison. Quelle histoire. Et dans cette émission, il explique qu'il a rencontré le couple Chenu, dont je viens de parler, et il explique que le couple Chenu a écrit aux agresseurs de leur fils. Il était possible d'avoir un lien. Il était possible d'avoir un lien. Ce lien, qu'est-ce qu'il a permis pour vous, personnellement, du coup, avec Séverine, celle qui a donc tué votre amie? En fait, le lien avec Séverine n'a jamais pu se faire, puisque l'administration pénitentiaire ne nous a pas accompagnés dans cette démarche. Mais j'ai longtemps correspondu avec la maman de Séverine. Eh bien, déjà, il y avait quelque chose d'assez fort, puisque nous étions du côté de l'agresseur comme de mon côté. On partageait les mêmes mots. Pas les mots que l'on se dit là, mais les mots MAUX. Et le fait de partager ces mêmes souffrances, ce même contexte, a fait que déjà, on a pu s'apaiser. Il y a quelque chose d'assez... puisque quand on est tout de suite, après un passage à l'acte criminel, comme on vit tous parfois des drames, on est tout de suite dans le post-traumatique. Et c'est difficile, dans ces instants-là, de trouver un apaisement. Puis souvent, quand c'est pas pris en charge, cet état post-traumatique dure longtemps. On est longtemps traumatisé. Et moi, il m'a fallu à peu près jusqu'au procès avant de trouver un apaisement et de dialoguer avec cette maman. Regardez, il y a une citation que j'aimerais vous faire lire. Voulez-vous être heureux un instant? Vengez-vous. Voulez-vous l'être toujours? Pardonnez. C'est Henri Lacordaire, ce dominicain du 19e siècle, homme politique également, qui le disait. Qu'est-ce que ça résonne avec votre histoire, ça? Mais bien sûr, il y a quelque chose d'assez... je le dis de façon très pudique, mais vous savez, je me souviens très bien du moment où finalement je me suis dit, soit je rentre dans une forme de haine, ou soit je décide au contraire d'aller vers le pardon. Et c'est assez amusant parce vous l'avez fait pour vous, en fait, alors. Je l'ai fait pour moi, certes, mais parce que, souvent les histoires personnelles résonnent et puis ensuite, c'est pas un mal quand je vous dis ça. On va effectivement... On le fait pour soi d'abord. Tout à fait. Mais vous voyez, je me souviens très bien du moment où en fait on est au croisement d'un chemin et on se dit, et je me souviens très bien de ce moment où je me suis dit, est-ce que je rentre dans la haine? Et vraiment, je rentre de la haine, et puis finalement, on voit, il y a plein de gens qui remplissent nos tribunaux et nos prisons parce qu'à l'origine, ils ont été victimes et ils se sont vengés eux-mêmes à un moment donné. Où ils sont rentrés dans le même processus de... Qui est aussi une conséquence. Qui est une conséquence, qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant que victimes. Ou bien, au contraire, on décide d'aller vers un chemin de pardon, un chemin d'apaisement, un chemin de résilience. C'est ça surtout. Et de faire de ce que l'on a vécu. Votre résilience, à vous, elle passe par des pardons au pluriel, finalement. Ça passe par des pardons, mais aussi par des acceptations. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de reconnaître les drames que l'on a vécus comme des faiblesses, et puis aussi reconnaître ses propres faiblesses et d'en faire à un moment donné une force. Je pense que la résilience est assez résumée en expliquant que c'est transformer ces faiblesses en force.
Et c'est pas toujours facile, c'est souvent difficile, mais Il n'y a pas de formule magique. évidemment, ça vaut le coup. Alors, je vous propose tout de suite d'aller dans un lieu de souffrance, mais qui est aussi un lieu de vie où il se passe des choses très belles, où la question du pardon est parfois centrale. Pour cela, nous allons à la rencontre d'Annick. Annick est bénévole en maison de soins palliatifs. Regardez, puis on en discute juste après. Je suis Annick Sarfati, je suis bénévole d'accompagnement au mouvement Être là. Je suis dans cette maison depuis 26 ans. J'accompagne des malades qui, quand même, dans la plupart des cas, sont en extrême fin de vie. Nous leur proposons un temps d'écoute, s'ils peuvent parler, sinon une présence silencieuse. En tous les cas, qu'ils sentent que quelqu'un d'humain est venu leur rendre visite. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis Annick, je fais partie de l'équipe des bénévoles. Nous nous sommes déjà rencontrés hier près du lac. Les valeurs qui me guident, l'humanité, la fraternité, la solidarité, faire circuler l'amitié, la chaleur humaine, prendre soin de l'autre, le goût de l'autre. Je me souviens d'un malade que j'ai vu quelques secondes, même pas une minute, quelques secondes, il ne parlait plus, on s'est juste regardé. J'ai vu le ciel s'ouvrir dans ses yeux, rien qu'en se regardant et en souriant. C'était impressionnant. C'est bien que vous vous occupez aussi, venez bénévole pour les gens. On n'est plus dans la comédie humaine. Et le malade, la famille et soi-même, on est dans un autre monde, on est ailleurs. Si bien que le malade, des fois, nous confie des choses très intimes. Dans sa parole, il peut, lui, se délivrer de difficultés. Déjà, le fait de les verbaliser, de les exprimer, ça peut ouvrir un chemin pour une démarche de pardon. De pardon aux autres, à ceux à qui on a pu faire du mal, puis de pardon à soi-même aussi. Pour être au maximum paisible en quittant la terre. Si on peut pardonner de son vivant, tant mieux. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On mise sur un pardon plus tard et puis voilà, l'histoire n'est pas finie. Je suis sûre que le pardon se fait autre part, dans une grâce, dans la vie éternelle. Comme on dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je viens au nom de la vie. Et voilà pour ce témoignage d'Annick. J'aimerais avoir une pensée toutefois pour Anna, la malade qu'on voit dans ce reportage, malheureusement décédée depuis le tournage du sujet. On pense à elle et à sa famille et ses proches, bien entendu. Alors Stéphane, une réaction. Peut-être que ça vous a rappelé des souvenirs, puisque je sais que vous avez accompagné votre maman dans ces derniers instants, ces derniers jours, ces dernières semaines. Elle était malade à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est joué entre elle et vous dans ces derniers instants ? Je me souviens très précisément de la dernière fois où je l'ai vue, et je le savais. Et je dois dire aussi que ça a été, je crois que le fait même d'avoir accepté ce moment, de lui avoir dit aussi que je le ressentais, et de lui avoir dit au revoir, je crois que elle a pu partir sereinement. Vous voyez, je pense que la fin de sa vie, c'est aussi le dernier instant que l'on vit, et tous les moments qu'on vit, c'est l'instant présent. Et quand on est face à la mort, on doit sans doute le ressentir. Ma maman me le disait clairement, qu'elle le ressentait, qu'elle allait partir. Et je me souviens d'un mot, elle m'a dit « mais je m'en veux terriblement de te laisser ». Elle me savait mineure, elle me savait dans une condition précaire. Et elle me dit « mais je m'en veux terriblement de te laisser comme ça, tu es sans père, et tu es sans père, tu vas être sans mère. Et je m'en veux terriblement ». Et je lui ai dit que je lui pardonnais. Je lui ai dit, mais je me souviens, je portais déjà une fois en moi, je lui ai fait une petite croix sur le front et je l'ai embrassée. Vous voyez, en sachant que je n'allais sans doute plus la revoir. Et il était 5 heures de l'après-midi. Et le lendemain matin, j'appelais tous les matins à l'hôpital pour savoir comment elle avait dormi. J'appréhendais cet appel. J'ai appelé et l'infirmière m'a annoncé son décès. Je le savais aussi, que j'allais apprendre son décès, puisque les derniers instants de sa vie que j'avais vécu la veille m'avaient fait comprendre que je n'allais plus la revoir.
La vie, c'est un chemin, j'ai envie de dire, d'apaisement, comme le pardon, quelque part. C'est ça, peut-être aussi, dans votre histoire, la finalité du pardon, ça vous apaise. Oui, c'est ça. Mais je pense que, vous voyez, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de médiation. Vous voyez, dans la résilience, est une forme, est un peu un outil de médiation. Et je crois réellement que le pardon peut être une forme de médiation. On est souvent confronté dans la vie professionnelle. Moi, je suis engagé en politique. Je suis confronté régulièrement, par exemple, à des situations de conflit. Eh bien, je porte en moi quelque chose, c'est de rechercher à chaque fois de l'apaisement. C'est-à-dire que je ne peux pas rester dans une situation conflictuelle, alors sans doute aussi mêlée, parce que j'ai du mal aussi avec des situations de rupture, qui s'expliquent par mon votre histoire, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, ça devient une force pour vous. Vous essayez d'apaiser, même si la discussion n'est pas grave. Pour autant. Tout à fait. Et puis, bien sûr, donc, un des premiers lieux où il est difficile de gérer le conflit, c'est dans la famille. Et là aussi, on en a parlé pendant le carême, en effet. C'est hyper important d'être dans une situation d'apaisement et de pardonner. Et alors, je suis papa de 3 enfants, je peux vous assurer, je suis marié. Le pardon, c'est l'exercice le plus difficile dans la vie de famille. Mais finalement, quand on pardonne et qu'on arrive à trouver un apaisement dans les fratries entre frères et sœurs, mais aussi avec son épouse, avec son époux, eh bien, donc ça permet énormément de s'apaiser au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment on arrive un peu à la fin de cet échange, mais très concrètement, qu'est-ce que c'est pardonner pour vous, en fait? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de soi? C'est se libérer. C'est réellement se libérer, et je ne peux pas prendre mieux que ce symbole de ce sac à dos lourd que l'on porte, parce qu'on a du mal à vivre une situation antérieure, et de se libérer de ce sac à dos pour continuer à avancer. Donc effectivement, le pardon, quand on l'initie et qu'on souhaite vraiment pardonner, et qu'il est sincère, parce qu'il n'y a effectivement pas de pardon sans justice, donc il n'y a pas de pardon donc sans sincérité. On l'a beaucoup entendu cette phrase, ça revient encore ce dimanche, pendant ces dimanches de carême où on explore cette délicate question du pardon. Oui. Eh bien, ce pardon, ça permet effectivement à la fois de trouver de l'apaisement, de la sérénité, et puis d'avancer, de continuer à avancer tranquillement sur son chemin. J'imagine que cette expérience personnelle, vous allez aussi en faire quelque chose dans votre travail, dans cette commission qui a été lancée pour indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'Église. Comment vous voyez ce travail, justement? Alors, il n'y a pas qu'un travail d'indemnisation, justement. Il y a aussi un travail de reconnaissance. Je crois qu'il est important dans cette commission de s'orienter, certes, sur une indemnisation, mais aussi de s'orienter vers une réponse de réparation. Et dans cette réponse de réparation, il faudra à un moment donné qu'on trouve soit qu'on aille vers soit une rencontre entre le clerc et sa victime. Il y a déjà eu des expériences un peu malheureuses dans le diocèse de Lyon. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faudra s'orienter vers cette démarche donc, de médiation. Mais la démarche, moi je pense, la plus sincère, et c'est ce sur quoi il faudrait aller, c'est une forme de lettre de reconnaissance du prêtre qui a rendu des personnes victimes et qui explique son acte. Et le fait d'expliquer le pourquoi de son acte aidera et trouvera donc des solutions d'apaisement pour ces victimes. Et on rejoint aussi votre histoire, ce dont on a parlé ce matin. Merci Stéphane Jacot, vous restez avec nous. L'émission n'est pas terminée. On poursuit tout de suite avec ce geste de solidarité pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. C'est chaque dimanche un geste pour l'Ukraine. Regardez. Aujourd'hui, il y aura lieu un concert de solidarité avec les musiciens ukrainiens. Donc, beaucoup de musiciens français ont répondu à l'appel pour récolter le fonds et soutenir les musiciens ukrainiens qui vont arriver sur notre sol et réaliser les projets artistiques qu'ils souhaiteraient faire. On se sent tous démunis face à cette crise-là et on ne sait pas comment on peut aider. On se sent petit, on se sent tout petit et on se sent inutile. Donc je pense que c'est important de faire chacun ce qu'on sait faire le mieux. Et donc pour nous, c'est la musique. C'est un vrai élan de solidarité et on le ressent très fort. Les demandes affluent de plein d'organisateurs. Ils proposent tous d'organiser des événements pour subvenir aux besoins.
Et comme chaque dimanche, tout à l'heure pendant la messe en direct, nous prierons bien sûr pour la paix en Ukraine. Mais d'abord, la culture avec vous, Gladys Mariva. Bonjour. 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 Alors, pour commencer, un roman qui nous emmène en Ukraine, justement, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. La stupeur de Aaron Appelfeld, l'histoire d'Irena qui découvre un matin en se réveillant ses voisins juifs alignés dans la cour face au fusil d'un gendarme qui les tient en joue sur ordre des Allemands, dit-il. Irena est une jeune paysanne chrétienne, elle fréquente ses voisins depuis qu'elle est enfant et pourtant elle ne peut pas empêcher le gendarme de les molester, de les humilier. Il va même leur demander de creuser un fossé. Elle s'endort. Le soir, elle croit entendre des coups de fusil. Le matin, elle se réveille. Le fossé est renfermé. Et d'un coup, ça va faire sortir Irena de sa stupeur. Elle quitte son village et son mari maltraitant pour rejoindre une tante très pieuse qui vit en ermite dans la forêt. Alors, Aaron Appelfeld est né en 1932 à Czernowitz, qui est dans l'actuelle Ukraine. À l'époque, c'était en Bukovine. Aaron Appelfeld est un survivant de la Shoah dont parle son œuvre riche de 45 livres. Dans la stupeur, Irena a une révélation. Jésus était juif, son père et sa mère étaient juifs. Les juifs assassinés ici sont la chair de notre chair. Elle va dire cela en parcourant l'Ukraine, suscitant la colère des hommes, mais aussi la protection de plusieurs femmes. En fait, elle veut réparer le mal commis. C'est beau, fort et juste. Et c'est le dernier roman qu'Aaron Appelfeld a publié un an avant de mourir, en 2018, La stupeur, aux éditions de l'Olivier. On a envie de le lire, ça donne presque des frissons. Pour continuer maintenant, un film sur des cours de chant en prison. Quelle drôle d'idée. Et oui, une belle idée qu'on voit dans À l'ombre des filles d'Étienne Comard, l'histoire de Luc, un chanteur lyrique qui ne chante plus depuis qu'il se sent coupable de la mort de sa mère. Alors, il accepte d'animer des ateliers de chant en prison. On regarde un extrait. Il y a quoi là-dedans? C'est mon diapason. Vous pouvez pas rentrer avec ce truc. Bonjour. Je suis chanteur lyrique et on m'a proposé de mener des ateliers de chant en détention. Donc, je trouvais que c'était un beau projet. Franchement, ça te sert à quoi? C'est des femmes qui n'intéressent personne, on leur propose jamais rien. Tu t'es dit que dans ce monde de brutes, il fallait consacrer un petit peu de son temps aux parias? Je pense sincèrement que chanter peut vous faire du bien. Alors, tous les personnages de ce film ont leur personnalité et leur parcours qui ne sont jamais dévoilés, que Luc, le chanteur lyrique, ne connaît pas non plus. C'est une fiction qui est tournée presque comme un documentaire et qui pose avec finesse les vraies questions. Comment est-ce qu'on vit entre quatre murs? Qu'est-ce qu'on cherche à apporter aux autres et à soi-même quand on intervient en prison? On voit aussi comment le chant permet de se libérer, permet aussi d'exprimer des sentiments complexes. C'est une activité universelle, je trouve, qui relie les humains au-delà des barreaux. Et c'est ce que nous dit ce film qui nous emporte comme un air d'opéra à l'ombre des filles d'Étienne Comard en salle le 13 avril. Et comme quoi, Stéphane, la prison peut être aussi un lieu de vie avec tout ce qui est positif. Bien sûr, bien sûr. Il y a effectivement dans les lieux de privation de liberté beaucoup d'activités aujourd'hui qui se développent, puisque donc il y a des associations d'étudiants qui vont donner des cours. Il y a aussi du travail en prison. C'est pas suffisant, mais il faut développer effectivement l'activité du travail en prison. Oui, tout à fait. Et il faut que qu'on trouve des lieux de vie en prison, effectivement, et on préparer mieux à la sortie. On salue d'ailleurs les prisonniers qui, on le sait, sont nombreux à nous regarder ce matin. Tout de suite, vous nous emmenez maintenant en Bourgogne, à Paray-le-Monial. Et oui, à la basilique romane du Sacré-Cœur, un monastère de l'ordre de Cluny, construit à partir du XIIe siècle. La façade haute et étroite paraît austère avec ses deux tours carrées. Son chœur magnifique est composé de plusieurs étages. Ses formes arrondies parachevées par une tour de lanterne créent un ensemble cohérent et pur. C'est l'architecture romane par excellence avec une pierre bourguignonne orangée lumineuse et une certaine majesté même si l'édifice n'est en soi pas très grand. Pour l'ordre de Cluny, l'église incarne la Jérusalem céleste qu'évoque ici la richesse et la préciosité de ses détails. À l'intérieur, on est surpris par la hauteur de la nef qui permet d'avoir plusieurs niveaux d'arcade. Le chœur est léger, sa voûte portée par des colonnes très minces crée un mouvement ascensionnel. Enfin, au centre de la calotte du chœur, un Christ roman revêtu des habits sacerdotaux trône en majesté. Il fait un geste de bénédiction. Merci Gladys pour cette belle visite. Merci Stéphane d'avoir été avec nous ce matin.